parlons de ce sentiment de trahison, peut-être légitime par rapport à ce que vous disiez d'ailleurs sur ce plateau, que pourrait avoir Volodymyr Zelensky et surtout le peuple ukrainien. C'est-à-dire, il va falloir qu'on se coupe un bras pour que cette guerre s'arrête. Mais peut-être, disons-nous en fait la même chose, mais c'est une histoire de temporalité. Au moment où il n'y a pas un camp qui a gagné, la Russie n'a pas gagné, l'Ukraine n'a pas gagné cette guerre, pas encore, ni l'un ni l'autre. Si aucun camp ne peut gagner sur le terrain, peut-être à ce moment-là, faudra-t-il envisager en sortie de crise l'hypothèse que vous défendez, messieurs, c'est-à-dire un abandon territorial en échange de l'entrée plus rapide dans l'UE et de la fin de la guerre. Mais pour l'instant, au vu de ce qu'on sait, on verra, là je parle avec vous, il n'en est pas question pour l'instant. Il y a peut-être des pourparlers, il y a peut-être des débuts de discussion sur la question, mais Volodymyr Zelensky le dit très clairement dans le Figaro. Pour l'instant, pour lui, abandonner une partie du territoire, c'est donner raison à Poutine. Alors, effectivement, c'est ça le discours apparent. Le vrai problème, là, c'est que Zelensky n'a pas toutes les cartes en main, malheureusement pour lui, à part son énergie et le fait que le peuple ukrainien est totalement derrière lui. Ça, c'est un point qui est totalement central. Le vrai problème, en fait, j'ai lu un rapport de la Rand Corporation qui est sorti il y a quelques jours, qui est extrêmement intéressant, et qui dit que la première année de la guerre était une année plutôt positive pour nous, dans le sens où notre industrie d'armement a été je dirais, totalement dynamisée par cette guerre, etc., etc. Le deuxième point, c'est les conséquences de cette guerre. Et la Rand Corporation, en fait, met en place une espèce de warning, pour dire un avertissement. C'est le think tank américain. Magali nous en parlait de cette mise en garde. Proche du Pentagone. Et donc, c'est central où il dit, la deuxième année, il ne faut pas la faire. Donc le problème est le suivant, c'est que Zelensky, il a un vrai problème. Son problème, c'est de dire, OK, je suis motivé, mais derrière, il faut que les alliés suivent. Et aujourd'hui, la question que nous, on se pose, Européens, c'est jusqu'où ne peut-on pas aller? Bien sûr. Parce que je veux dire, c'est pas jusqu'où on peut aller, jusqu'où ne peut-on pas aller. Et donc, une espèce de jeu subtil, il faut matérialiser impérativement, comment dire, notre énergie, notre soutien, etc. Mais derrière, on n'est pas du tout sûr que le système suive. D'autant que nos opinions publiques aujourd'hui en France, elles sont un peu martyrisées, avec un prix du carburant à 2 € le litre, etc., etc. On va tenir combien de temps? J'en sais rien. Donc les hommes politiques européens aujourd'hui, ils sont obligés d'être, je dirais, dynamiques par rapport à une espèce de soutien évident et clair vis-à-vis de l'Ukraine, et en même temps d'avoir des arrière-pensées. Et ça, Zelensky le sait très bien. D'où son article son interview dans le Figaro, etc., où il lance des coups de semonce, mais en même temps il dit, écoutez, je ne peux pas y faire grand-chose. Et donc on met ce jeu subtil. C'est pour ça que la seule solution de sortie, elle n'est pas militaire, bien évidemment. Parce que la solution Zelensky, elle est militaire. Je vais gagner. Oui, tu vas gagner, mon garçon, mais comment tu vas faire si tu n'as pas les moyens? Donc c'est le truc militaire. On voit bien qu'il faut impérativement maintenant commencer à y mettre de la politique et de la diplomatie. En tant qu'ancien militaire, je ne prêche pas contre ma paroisse, bien évidemment. Je veux dire simplement, ça se mixe toujours. C'est Clausewitz. La guerre, c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens, tout simplement. Aujourd'hui, il faut revenir à une logique très ancienne. Et les guerres se terminent toujours par une négociation. Et celle-là fera comme les autres, de toute façon. Oui, colonel, sauf que là, on ne sait pas du tout où on en est dans la guerre. Bogdana Fedoun est avec nous, elle voulait réagir à ce que disait le colonel Père de Jong. Bogdana. Oui, rapidement, que le prix des carburants, c'est pas une question en fait problématique. C'est pas seulement une problématique en Europe, mais en Ukraine aussi. Quand on voit les prix qui sont grimpés et plus avec la livraison en fait du carburant, l'essence et le diesel, c'est hallucinant les prix en plus en fait avec les coupures d'électricité. Mais bon, je pense que vous savez très bien, même si c'est difficile en fait d'être à Paris et de comprendre la réalité en fait du terrain. C'est pour ça que moi aussi je suis ici pour le vivre. Cependant, pour le moment, en fait, les pays européens, justement, ils étaient en train de repenser. On se souvient très bien de la déclaration de Macron sur le passage, en fait, à l'économie de guerre à l'Eurosatory en juillet 2022. Là, maintenant, on voit qu'avec aussi l'annonce, par exemple, d'une usine allemande, d'une possibilité de construire une usine d'armement en Ukraine, avec l'accélération aussi d'autres des entreprises américaines sur le sol américain qui vont produire l'armement, les obus et tout ça, avec aussi ce passage à l'économie de guerre de certains pays européens. On voit en fait justement que l'Ukraine, elle a donné en 2022, elle a poussé à ce que ces changements se passent, qu'on voit arriver et les décisions qu'on voit arriver aujourd'hui en février 2023.
Merci beaucoup Bogdana Merci, Fedoun Bogdana. d'avoir été avec nous. Invitation bien sûr faite quand vous rentrez d'Ukraine sur le plateau de ce 12-15. Image en direct en ce moment, vous voyez le président Volodymyr Zelensky. On vous parlait tout à l'heure de Moscou, conférence de presse que l'on va suivre dans un instant bien évidemment. Donc je voudrais qu'on écoute le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov. On se disait tout à l'heure que le Kremlin tardait à réagir. Eh bien vous allez voir qu'il n'a absolument pas tardé, notamment dans la teneur des propos. Écoutez. Nous considérons qu'il s'agit d'une implication croissante de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Allemagne dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et que la frontière entre leur implication directe et indirecte disparaît. Nous ne pouvons qu'exprimer notre regret à cet égard et déclarer que les actions des pays que j'ai mentionnés conduisent à l'escalade des tensions, étendent le conflit et le rendent encore plus douloureux et torturant pour l'Ukraine. De telles actions ne changeront pas le cours du conflit et ne feront pas dérailler la voie empruntée par notre pays pour atteindre les objectifs de l'opération militaire spéciale. Thierry Volton. On revient à l'opération militaire spéciale, ça m'intéresse, excusez-moi, parce que comment on avait oublié ce vocabulaire à Poutine a parlé de guerre, donc c'est intéressant. Bon. Excusez-moi, encore une fois, le Kremlin est dans son rôle. Je veux dire, on n'avait pas de surprise à avoir. Évidemment, ils sont très inquiets, au fond d'eux-mêmes, de cette implication croissante des Occidentaux au niveau de l'armement que ça peut présenter, parce que ces armements sont assez perfectionnés et peuvent éventuellement faire échouer une contre-offensive prochaine. Sauf que j'ai peur que malheureusement que ces armements arrivent trop tard par rapport à la contre-offensive. Mais ça, c'est un autre problème. Bon. Mais donc, en ce qui concerne ce deal, si je puis dire, dont on parle depuis le début de cette émission, qui est assez... J'ai l'impression d'être un méchant quand je dis qu'il va falloir arriver à une partition. C'est malheureusement le réalisme politique, quelque part. Et je pense que l'offensive que prépare le Kremlin aujourd'hui, et qui est certaine, et qui est d'ailleurs, je suis intéressé que votre interlocutrice ukrainienne a appelé à rappeler une chose, c'est que je pense que cette offensive sera très forte, effectivement, à l'Est, au niveau infanterie. Et moi, j'ai toujours pensé qu'elle sera aussi forte du côté du nord et du long de la Biélorussie. Voilà. Au niveau des bombardements qui vont être excessivement intensifs. Donc là, l'Ukraine s'apprête à avoir des heures excessivement noires, j'en suis intimement convaincu, parce qu'il va mettre le paquet, comme on dit, pour essayer d'obtenir, évidemment... bon. Et là, à ce moment-là, il va falloir quand même qu'on soit très solide, je veux dire, très solide, nous, les Occidentaux, nous, les alliés, parce que, disons, les alliés, vous avez raison, nous, les alliés, pour qu'on soutienne cet effort qui va être terrible, qui est demandé aux Ukrainiens. Petro Poroshenko hier sur l'antenne. Oui. Les prochaines semaines allaient être terribles. Terrible. Colonel, nous, les Ukrainiens, sont lancés dans une course contre la montre. Les Russes aussi. On a le sentiment, quand on écoute le porte-parole du Kremlin, au vu des alliés et des promesses des alliés de l'Ukraine, il va falloir que les Russes tapent vite et fort s'ils veulent gagner du terrain. Alors en fait, vite probablement, parce qu'en fait, c'est les livraisons d'armement qui vont déterminer la vitesse. Encore une fois, le temps, très concrètement, joue pour les Russes d'une façon ou d'une autre. Pourquoi ils sont en train de concentrer les troupes, ils sont en train d'amasser du matériel pour l'offensive, entre guillemets, finale. Donc encore une fois, je pense qu'eux ont plus le temps. Par contre, ils sont effectivement inquiets avec l'envoi de moyens, je dirais, rapides, des missiles de longue portée, par exemple, ou même des avions de chasse. Pourquoi pas? Ça les inquiète, mais ce n'est pas du court terme, de toute façon. Donc encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, le temps joue pour eux. Le deuxième point, c'est que, vous savez, dans un discours d'homme politique, il y a toujours deux niveaux. Il y a celui qui dit et celui auquel il pense. À quoi il pense réellement Poutine aujourd'hui? Personne n'en sait rien. Personne ne connaît aujourd'hui ses objectifs. Beaucoup paieraient cher d'ailleurs pour être... Oui, personne n'en sait rien. Alors on va considérer que c'est le Donbass plus la Crimée. Bon, considérons que c'est ça, mais je n'en sais strictement rien. S'ils veulent aller à Kiev, c'est en dehors du Donbass. S'ils foncent à partir de la Biélorussie simultanément, sur deux axes, c'est parfaitement possible. Ce qu'il n'a pas fait d'ailleurs en février 2024, il n'a pas concentré. Là, s'il concentre, il peut très bien mettre 100 000 hommes direction Kiev, et c'est pas les Ukrainiens qui pourront l'arrêter. Donc c'est le cœur du problème. Et aujourd'hui, on voit bien que Zelensky joue comment dire ça? Il essaye de retarder l'échéance. Il sait très bien ce qui va arriver. Alors encore une fois, son armée est magnifique. Il a un chef d'état-major qui est pour le moment un génie militaire, probablement. Il a une espèce d'allant, il a tout ce qu'il faut, etc. Mais encore une fois,
C'est la guerre, c'est comme l'amour, les rapports de force doivent s'équilibrer impérativement. Et malheureusement pour lui, aujourd'hui, ce rapport de force est totalement défavorable. Et c'est arithmétique. Il a moins d'avions, moins de drones, moins d'engins, moins d'infanterie, moins de tout. Moins d'hommes. Moins d'hommes. Et puis, et non seulement ça, mais son armée, elle est répartie entre la Biélorussie au nord et la mer Noire au sud. Alors que, donc il n'a pas l'initiative. Alors que de l'autre côté, ils ont l'initiative. Ils vont concentrer là où ils doivent concentrer, ils vont foncer là où ils doivent foncer. Et à l'heure où je vous parle, personne ne sait par où ils vont arriver. Donc le vrai problème, encore une fois, c'est quand ce choc va arriver, parce qu'il va arriver d'une façon ou d'une autre, sauf si, encore une fois, Poutine, dans son cerveau, je dirais reptilien qu'il a quelque part, comme nous tous, il a peut-être une autre idée dans la tête que je ne connais pas à l'heure où je vous parle. Très concrètement, on peut très bien imaginer une espèce de séquence dans laquelle, si vous voulez, il profite de ça pour se mettre à négocier, dire, écoute, on va arrêter le truc, que Zelensky réalise qu'il a une vraie problématique et se mettre à discuter. Encore une fois, je n'ai pas la solution. Je ne me fais pas le chantre, si vous voulez, de la scission de l'Ukraine, bien évidemment. Simplement, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est la seule solution réelle pour un arrêt des combats. Je n'en vois pas d'autre. Et c'est le drame que nous avons, c'est que c'est nous qui allons peut-être forcer Zelensky à accepter des solutions qu'il ne veut pas accepter à l'heure où je vous parle. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est nous qui allons obliger les Ukrainiens à accepter des conditions qu'ils ne veulent pas accepter. C'est terrible à dire. C'est absolument. C'est vraiment très triste de dire ça. Mais malheureusement, la réelle politique, c'est aussi ça. Donc, en tout cas, en ce qui concerne ce que veut Poutine, personne ne le sait évidemment, mais ce qu'il dit, ce qui a été dit récemment encore. Je ne sais plus par qui, enfin par un officiel russe, c'est la prochaine frontière de la Russie, ça sera la Pologne, il l'a dit. Donc ils n'ont pas oublié, ils n'ont pas, à mon avis, ils n'ont pas, c'est pas réaliste à mon avis, mais enfin, ils n'ont pas renoncé éventuellement à prendre toute l'Ukraine. Ils sont dans un discours qu'il faut tenir compte de ce discours. Hein, je veux dire, c'est très important. Surtout qu'ils ont les moyens militaires, les moyens matériels et les moyens en hommes, quitte à les sacrifier par centaines de milliers, hein, soyons clairs. S'ils veulent mettre le paquet, ils le mettront. Donc c'est vrai que la situation de l'Ukraine est beaucoup plus délicate, excusez-moi, elle est beaucoup plus délicate aujourd'hui qu'elle l'était à l'automne, incontestablement. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que Volodymyr Zelensky, Anne, réclame à corps et à cri des avions de chasse, des ailes pour la liberté, comme il l'a dit justement à Rishi Sunak. Il en a un peu moins parlé de ces avions, mais il lui reste quand même présent en tête. Hein, et le chef de l'État, Emmanuel Macron, en a parlé. On l'a interrogé sur la possibilité de donner des avions. Les alliés occidentaux vont-ils en donner? Réponse d'Emmanuel Macron, c'était juste avant la prise de parole de Volodymyr Zelensky devant le Parlement européen. C'est quand on partage les objectifs de guerre qu'on peut savoir quels sont les équipements adaptés. Parce qu'on voit bien que les prochaines semaines et les prochains mois seront décisifs. Et je pense qu'il faut privilégier, je suis convaincu qu'il faut privilégier les livraisons utiles pour mener ces opérations et résister, plutôt que des engagements qui arriveront très tard ou très loin. Et donc il faut regarder ce qui est livrable à court terme, ce qui correspond aux besoins que les Ukrainiens ont pu détailler. Il ne m'appartient pas ici de les commenter, mais c'est cela qui va déterminer notre volonté de livrer et d'accompagner. Alors, on va revenir dans quelques instants, Anne, sur le réalisme français. Mais tout à l'heure, nous étions avec Xavier Titelman, qui est un ancien aviateur, spécialiste aéronautique, et on lui a posé la question. Alors, avion, oui, non, et quels avions et pourquoi faire? Écoutez ses réponses. On ne sait pas, mais en réalité, on s'étonne des Anglais qui nous annoncent ça hier. Les États-Unis, en juillet, ont budgété la formation de pilotes ukrainiens. Donc, a priori, comme ils l'ont budgété en juillet, on a certainement des pilotes ukrainiens qui sont en train d'arriver à la fin de leur formation sur des avions occidentaux. Alors, comme c'est des Américains, c'est soit des... Il faut imaginer les avions qui sont en fin de vie, en réalité, parce qu'on se contente de donner des équipements qui vont être retirés du service, parce que ça ne nous coûte rien, en gros. Donc, ce sera soit des F-16, qu'ils ont en grande quantité, soit des A-10, qui sont des avions d'attaque au sol. Donc, dans les deux cas, c'est une montée en puissance qui est non négligeable, évidemment, pour les Ukrainiens, mais sans oublier que chaque jour, il y a des chasseurs ukrainiens qui continuent à voler, qui continuent à avoir des missions opérationnelles, les Sukhoi 25 qui soutiennent les opérations au sol, les MiG-29 qui font du bombardement, et sur lesquels les Américains ont déjà ajouté un missile qui s'appelle l'AGM-88, qui permet de remonter jusqu'à la source d'émission d'un radar pour détruire la défense aérienne russe. Avec une grande efficacité, au point qu'ils ont détruit un système S-400, accrochez-vous, à 2,7 milliards de dollars. Ah oui. Donc, enfin, c'était en tout cas le radar. Mais du coup, tout le reste, on ne peut plus tirer. Oui. Donc, il faut comprendre qu'on a l'impression quand même depuis plusieurs mois qu'il y a une préparation de l'arrivée d'un nombre plus important d'avions de chasse, sachant qu'en fait, on en a déjà livré. Des Sukhoi 25, la Bulgarie 25, la Macédoine du Nord, il y a plein de pays qui ont donné déjà des avions de chasse. Là, ce serait une montée en puissance, en volume et en nouvelles missions. Par exemple, le bombardement de grande précision avec des bombes qu'on appelle les JDAM, qui ne portent pas très loin, c'est 25 km, mais c'est 500 kg d'explosifs.
c'est pas comme de l'artillerie, c'est la même portée que l'artillerie, sauf qu'une artillerie, c'est 3 kilos d'explosifs. Donc si vous voulez détruire les défenses, détruire les bunkers que les Russes ont construits depuis 3 mois pour ouvrir la porte pour les chars et pour tout le reste, c'est vrai que ce sera absolument pertinent. Et là, sur le terrain, j'entendais Didier François qui disait c'est pas la priorité. Là, sur le terrain, c'est ça la priorité. Il y en a qui disent non, les munitions, et après, on verra pour les avions. Vous en pensez quoi? En fait, ça dépend, évidemment. Plus on est proche du terrain, plus on voit l'urgence opérationnelle instantanée. Instantanément, il leur faut des munitions pour leur artillerie, pour leurs chars, pour même tirer. Hier, j'étais au téléphone avec des connaissances que j'ai qui sont dans Bakhmout, à l'intérieur de Bakhmout. Ils nous disent, déjà, les Russes tirent beaucoup moins qu'à Severodonetsk, par exemple. C'est-à-dire que ça veut dire que les Russes, petit à petit, sont quand même en train d'avoir des difficultés d'approvisionnement et pour tirer. Mais ils ont des centaines et des centaines de gars qui ne savent pas se battre. Et ils m'ont envoyé une vidéo dans laquelle on voit les Russes qui se tirent dessus entre eux d'un bâtiment à l'autre parce qu'ils ne savent pas communiquer. Ils ne savent pas progresser de manière tactique. Et ils me disaient, à la fin de la journée, le bout de mon fusil était rouge. Tellement j'ai tiré, tellement j'ai continué à tirer, et mes 15 kilos de munitions que j'avais emportées le matin, je les avais toutes utilisées tellement il y a de monde en face. Donc, eux, ils estiment qu'ils ont un rapport de perte sur Bakhmout qui est de 1 à 10. Quand il y a un Ukrainien qui meurt, il y a 10 Russes qui meurent, entre 5 et 10. Et c'est pour ça qu'ils tiennent... De son point de vue, alors là c'est un homme de terrain, c'est un ancien soldat français qui est parti, qui s'est engagé volontairement là-bas. Il dit à terme on va quitter Bakhmout, mais le rapport de perte est tellement en notre faveur que ça vaut le coup de reculer progressivement en faisant souffrir les Russes au maximum. Donc quand je parle à des gens comme ça, ils me disent je veux des balles, je veux des munitions, je veux ce qui m'est utile tout de suite. Les avions de chasse, c'est pour la grande contre-offensive qui viendra certainement au printemps, une fois que les Russes se seront épuisés sur des offensives qui ne fonctionnent pas. Comme les chars ou pas comme les chars? Parce que là aussi, on se pose des questions. Certains disent oui, d'autres disent non, d'autres peut-être, d'autres plus tard, beaucoup plus tard, comme les Américains. En fin de compte, la question qu'on a envie de vous poser, c'est quoi pour les Ukrainiens et dans combien de temps? Les chars français, non. Parce qu'on en a 200. Oui, mais on n'en a pas assez pour les donner, de toute façon. Par contre, on est le bon pays pour donner des avions de chasse. Par exemple, les Mirage 2000C, qui sont sortis de parc en juin dernier, ils attendent dans un hangar. En fait, c'est surtout que ça ne nous coûte rien de les donner. Comme les véhicules, les VAB, comme les 10 RC, tout ça, c'est du matériel qui, de toute façon, a été destiné à la casse dans les 1, 2, 3, 6 mois, 1 an. Donc, de toute façon, les donner ne nous coûtent rien. Ça, c'est le premier point. Donc, on ne perd pas en capacité opérationnelle en fournissant ces équipements-là. Et le temps de monter en puissance pour les Ukrainiens, la France a une particularité, c'est qu'elle ne parle pas, mais elle agit. Donc, c'est-à-dire qu'on a donné du matériel sans le dire, et puis finalement, quand on a annoncé que les Césars arrivaient, c'était très rapide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu les 6 mois de formation nécessaires. On se doute bien qu'aujourd'hui, moi j'ai les informations dans l'armée de l'air, qu'il y a des Ukrainiens qui sont en formation sur certaines fonctions, notamment JTAC, qui est un coordinateur tactique pour faire des attaques au sol réalisées par des avions de chasse. Et ça fait plusieurs mois qu'ils sont en formation. Donc si on les forme depuis plusieurs mois, je n'ai pas d'infos sur les pilotes. Mais ça veut bien dire qu'à un moment, on prépare l'arrivée des futurs avions de chasse qui pourraient être potentiellement français. C'est compliqué, colonel, cette livraison d'armes. On a vraiment le sentiment qu'il y a eu beaucoup de promesses, beaucoup de non-dits aussi, notamment sur l'indisponibilité, la non-volonté, le temps que ça va mettre et que les Ukrainiens auront toujours peut-être ces fusils avec les canons rougis à force de tirer, mais guère plus. Alors, le problème, c'est que moi, j'essaie de recadrer ça dans sur une échelle temps. En fait, ce sujet-là est un sujet qui va nous intéresser dans 1 an ou dans 6 mois ou dans 1 an. Pas de court terme. Donc, il restera quoi de l'Ukraine dans 6 mois ou 1 an? Ça, c'est encore un autre sujet. Mais sur le premier sujet, globalement, dans 6 mois, je ne peux pas vous dire. Par contre, aujourd'hui, c'est matériellement impossible aujourd'hui de créer une armée de l'air ukrainienne. Alors, elle préexiste, parce que ça a été dit, évidemment, ils ont quelques MiG-29, etc. Mais encore une fois, une armée de l'air, c'est quoi? Autour d'un avion, vous avez 10 hommes. Vous avez du maintien en condition des matériels. Vous avez une base aérienne. Vous avez une piste qui fait plusieurs kilomètres de long. Ce qui veut dire que c'est un objectif évident, stratégique évident. Les Russes ne vont pas attendre qu'on mette tous les avions du monde, et européens et américains, sur une base aérienne pour qu'ils décollent et venir les bombarder. Donc, bien évidemment, il va y avoir des mesures de rétorsion sur les pistes, etc., etc. Donc, encore une fois, c'est un débat qui nous anime, et c'est un débat de moyen terme. Ce n'est pas un débat de court terme. Le débat de court terme, c'est comment les Ukrainiens peuvent résister à cette espèce de montée en pression. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, on parle de choses qu'on n'a pas. Alors, on peut leur fourguer tous nos vieux coucous. J'ai vu l'autre fois au musée de l'armée de l'air, il y a un truc de guide-mer, on peut leur donner un avion avec des guide-mer sans aucun problème.
Le sujet, c'est qu'on a des armées depuis 90 qui sont européennes totalement amoindries. Les budgets se sont effondrés. Donc on a des armées, alors on peut promettre tout ce qu'on voudra, mais on n'a plus d'armées aujourd'hui capables de donner du matériel. En tout cas, pas un matériel performant. On va donner un matériel qui va de la classe des avions russes aujourd'hui. Donc en fait, on n'aura pas ce décalage technologique qui est très important et qui déstabilise les Russes. Si on se met à leur niveau avec des avions de l'ancienne génération, ça ne change rien pour les Russes. Donc très concrètement, aujourd'hui, on a un vrai problème. C'est qu'on n'a pas aujourd'hui les engins. Le deuxième point, il n'y a que les Américains qui ont des F-16, il n'y a qu'eux qui ont des stocks, il n'y a qu'à les ouvrir et donner le matériel. Mais encore une fois, je pense que les Ukrainiens ne sont pas prêts aujourd'hui à recevoir massivement des avions. Par contre, il se dit... Pardon, besoin d'avoir des chars, par contre. Il se dit que les Ukrainiens disposent en tout et pour tout entre 90 et 100 pilotes seulement. Oui, exactement. Former un pilote, c'est 3 ou 4 ans, minimum. Recycler, requalifier un pilote, c'est au minimum 6 mois. Donc vous vous rendez compte, c'est extrêmement compliqué. Mais encore une fois, je pense que ces discussions sur les avions, c'est une discussion dans 6 mois ou dans 1 an. Le vrai problème, lui, c'est les blindés, c'est un combat terrestre. On n'est pas sur un combat aérien. Alors bien sûr, votre expert, il vous dit que c'est très important. Mais moi, je considère que les avions ukrainiens ne pourront même pas décoller. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un combat, aujourd'hui, c'est le combat du canon qui est tout rouge. Ça, c'est le vrai combat. C'est un combat de fantassin, un combat qui est ligne contre ligne. Si les Ukrainiens lâchent, c'est automatiquement, ils vont faire un saut en arrière de 100 km. C'est ça le vrai sujet. Encore une fois, ça nous anime, et c'est là que Zelensky est très fort. C'est qu'au moment où il obtient l'autorisation, il va recevoir théoriquement des chars, on voit qu'il remet sur la table un autre sujet. Ouais. Et puis il dit maintenant, allez, joue avec ça, je reviens dans 6 mois ou 1 an, on en reparlera sérieusement. Et là, il est très fort. C'est qu'en fait, en permanence, c'est comme au Monopoly, en permanence, il a une stratégie, il a un coup d'avance. Ouais. Et là, il est vraiment très fort. Eh bien, justement, il en a reparlé beaucoup justement de ces avions quand il était au Royaume-Uni avec Rishi Sunak. Conférence de presse conjointe, vous allez le voir. Et il apprend la durée de formation d'un pilote de chasse. Rishi Sunak discute avec lui. Lui apprend. On a l'impression qu'il découvre un peu cette formation. Regardez. Oui, c'est sûr qu'il découvre. La première étape est d'avoir des pilotes capables de voler avec un matériel très sophistiqué. Quelqu'un qui ne connaît pas un avion de combat doit être formé en 3 ans. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et on n'a de toute façon pas le temps. Il y a déjà des pilotes de chasse en Ukraine, mais on veut être sûr qu'ils soient en mesure de piloter les avions dont ils pourraient avoir besoin. Honnêtement, je ne savais même pas qu'il fallait 3 ans pour former un pilote. Mais vous savez, on va vous envoyer des pilotes qui sont formés depuis 2 ans et demi. La volonté d'un côté et le réalisme de l'autre, c'est tout l'enjeu aujourd'hui des Ukrainiens, avec bien évidemment, et on va en reparler dans quelques instants, les Russes qui continuent inexorablement à grignoter du terrain. Oui, alors peut-être qu'effectivement, Volodymyr Zelensky n'est pas tout à fait au fait de la chose militaire et c'est assez compréhensible et qu'il ne savait pas réellement que cette formation était aussi longue. Alors maintenant, ils ont effectivement des pilotes qui sont des pilotes. Alors sur Sukhoi, sur ce genre d'engin, il faut effectivement les requalifier sur des F-16 ou les avions qu'on leur donnera un jour. Mais c'est aussi une décision qui est avant tout politique. C'est-à-dire, est-ce que les pays européens sont d'accord pour donner les avions avec les risques de dérapage qu'ils avaient soulignés s'il y a un franchissement de la frontière russe, etc. Ce n'est pas seulement une question mécanique, combien de temps il faut pour former les pilotes. Et le troisième point, c'est effectivement que cette guerre en Ukraine a quand même montré à quel point la grande majorité des armées européennes étaient totalement démunies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire on soutient l'Ukraine, vive l'Ukraine, on est à fond derrière l'Ukraine, sauf qu'on est surtout arrivé aux limites dans certains domaines de ce qu'on avait à notre disposition et qu'on pouvait donner à l'Ukraine. Donc ça, alors, on a l'impression qu'on cache un peu la misère, justement, avec toutes ces déclarations sur oui, on va donner des chars, on va donner des avions, on va faire encore et toujours plus. Mais il n'empêche que là, il y a Emmanuel Macron, par exemple, qui a demandé qu'on passe en économie de guerre, ce qui veut dire qu'on peut fabriquer plus et plus vite des armements. Il l'a dit, mais a priori, sur le terrain, ce n'est pas encore entré dans les faits. Donc, on voit bien qu'on est quand même assez limité parce que, effectivement, les budgets... Ça fait 3 ou 4 mois que le ministre de la Défense français l'avait déjà déclaré. Entre la parole et la pratique, on voit bien que dans nos démocraties, il y a parfois de la différence, contrairement aux Russes, visiblement, où il semblerait que Poutine ait remis
en ordre de marche une partie de son industrie militaire. Depuis longtemps, lui. Dire, comme le dit Catherine, le rappelle Catherine, qu'il faut être dans une économie de guerre, c'est une discussion que nous avons souvent toutes les deux, ça veut dire aussi des budgets. Et dans un budget aussi contraint que celui de la France, les autres pays européens sont soumis aux mêmes contraintes, mais ça veut dire qu'il faut savoir à qui vous enlevez du budget pour pouvoir les donner aux armées, pour pouvoir revenir au niveau de ce qu'était la défense française ou européenne avant la chute du mur de Berlin. On n'y est pas là, le compte n'y est pas. Alors, et pendant ce temps-là, sur le terrain, les Russes semblent, eux, avoir lancé leur offensive. Grosse inquiétude côté ukrainien. Justement, la technique employée, cette fois différente. Vous allez nous l'expliquer, Benjamin Cruard. Oui, les chars T-90M, qui sont parmi les chars les plus puissants actuellement dans l'armée russe, sont sortis. Il y a quand même une indication qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer en ce moment du côté de l'est de l'Ukraine, du nord du Donbass, la région de Lugansk. En fait, vous avez une offensive qui est en place sur un axe qui part sur 3 villes, Kupiansk, Svatov et Kremina. Vous voyez, le tank T-90M, il est ici. Là où c'est très intense, c'est à l'ouest de Kremina, cette petite zone en jaune qui a été reprise. C'est une forêt et le gouverneur ukrainien de la région dit « Kremina, escalade maximale ». Il y a quelques jours, il disait « on teste nos défenses ». Là, il ne le dit plus du tout et la forêt de Kremina, ça ressemble à ça en ce moment. Juste un déluge de feu avec l'artillerie russe qui est à son paroxysme. C'est intéressant de voir qu'aussi au nord, les Russes accèdent à des zones auxquelles ils n'accédaient plus. Là, vous voyez, des dispositifs un peu semblables parce qu'on voit à Bakhmout des hommes au sol qui vont en avançant, qui sont souvent repoussés. Mais il y a indéniablement une offensive. C'est ce que dit l'ISW, l'Institut d'études pour la guerre, qui fait référence. On parle d'au moins 3 divisions russes majeures dans cette opération. Cela indique que l'offensive russe a commencé. Donc en fait, pour l'instant, on n'est pas face au grand soir qu'on nous annonce, mais peut-être des offensives avec des rythmes différents selon les zones. Grand merci Benjamin Cruard. J'ajoute, parce que c'est important, regardez ce témoignage, cette déclaration d'une députée qui nous parle des difficultés rencontrées par les troupes ukrainiennes face à l'offensive russe. Il y a les soldats sur le terrain et maintenant vous avez des députés qui disent tout simplement, colonel, la vérité. Oui, on y est, c'est un peu l'heure du bilan. Malgré le courage des Ukrainiens, c'est vrai que c'est l'heure du bilan. Aujourd'hui, les Russes ont beaucoup appris, ils ne sont pas dans leur isba à attendre à chasser l'ours toute la journée, ils font aussi autre chose. Et là, très concrètement, il y a un vrai sujet, c'est qu'ils ont appris, ils ont eu des pertes énormes, et puis ils ont un chef d'état-major qui est structuré, qui est formé, et donc il a repensé une offensive, il a repensé une armée. Le vrai problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est la profondeur stratégique. Globalement, les Russes en ont 3. Ils ont 1, la géographie, 2, l'industrie, et 3, les hommes. La Russie, c'est 140 millions d'habitants. L'Ukraine, 42 millions d'habitants. Alors tout à l'heure, c'est vrai que le soldat ukrainien dit qu'il en a tué je ne sais pas combien, etc., avec son canon tout rouge. Le problème, il y a 142 millions de Russes derrière. Ouais. Et ils les voient arriver par vagues, c'est ce qu'ils disent. Et puis non seulement ils les prennent, ils envoient directement sur le front. C'est pas très grave tout ça. Le rapport à la mort n'est pas du tout le rapport que nous, Européens, on peut avoir. Donc encore une fois, on a affaire à un système qui va déferler. Et là, malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si les Russes arrivent à avoir des objectifs majeurs, concrètement arriver dans les faubourgs de Kiev, ce qui n'est pas du tout impensable, encore une fois, ils peuvent très bien partir de la Biélorussie. Qu'allons-nous faire? Le problème, encore une fois, nous, Européens, sommes-nous engagés? Jusqu'où sommes-nous engagés? Je n'en sais strictement rien, à part les déclarations d'usage et le fait qu'on va leur envoyer du matériel hypothétiquement dans les mois qui viennent ou les semaines qui viennent. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui est prévu. Est-ce qu'il y a une offensive? Parce que je vous rappelle qu'on a des soldats aujourd'hui en Roumanie et en Pologne, on a des avions, etc., là, des Rafales en Pologne et puis dans les pays baltes. Qu'est-ce qui va se passer? On voit bien qu'aujourd'hui, cette offensive, elle va arriver au pire moment. Au moment où où l'Ukraine est relativement faible, ils peuvent avoir des résultats et malheureusement, on est dans une phase d'incertitude parce que les Américains, concrètement, disent allez-y, c'est un peu le tour, service après-vente, les Européens, faites le boulot. Mais est-ce qu'il peut arriver avant le printemps? Parce que même l'Institut pour la guerre dit attention, en mars, ça va être aussi un peu au niveau de la météo et des sols gelés, donc il n'y aura pas d'offensive. Est-ce qu'elle peut arriver avant le printemps? Moi, je pense que oui, pour une raison très simple. Vous savez, l'art de la guerre, on dit c'est de l'art, c'est pas une technique en fait. On voit bien qu'aujourd'hui, les Russes vont avancer, ils vont progresser. Et à mon avis, vous savez, l'occasion fait le larron, comme on dit, ça c'est une technique quelque part. Là où ce sera mou, ils vont faire du dur. Et concrètement, ils vont aller là où c'est mou, où là ils peuvent rentrer. Et ils vont pas rater une bonne occasion d'envoyer leur infanterie. D'ailleurs, vous avez vu la forêt. La forêt, c'est caractéristique. À Kremina. Vous progressez, c'est un combat d'infanterie, il n'y a pas de blindés.
On va écouter, désolé colonel, à Bruxelles, Volodymyr Zelensky justement, qui est interrogé par des journalistes. Après quoi, le Premier ministre a dit qu'ils vont former les pilotes ukrainiens pour que lorsque l'Ukraine obtiendra peut-être les avions de combat, ils ne seront pas dépourvus. Et donc c'était une décision concrète et une annonce concrète. Et lorsque vous avez rencontré le président français et le chancelier allemand, il n'y a pas eu de décisions concrètes qui ont été annoncées. Est-ce qu'il y a eu ce genre de décisions concrètes ou non? Vous avez eu aussi d'autres rencontres avec les 27 dirigeants de pays européens. Votre priorité, c'était d'avoir les décisions concrètes pour que l'Ukraine obtienne les avions de combat et les armes de longue portée. Est-ce que l'Ukraine est proche, a eu le succès? Le président de l'Union européenne et du Conseil européen, je voudrais également m'adresser à vous. Vous avez parlé de cette question en dehors des armes. Il y a une question très importante qui est la candidature future de l'Ukraine à l'Union européenne. Donc pour autant, pour ce qui est de l'évaluation officielle première de la mise en œuvre des 7 critères qui devrait se faire vers la fin de 2023, l'Ukraine espère obtenir une décision pour ouvrir les discussions d'accession la même année, c'est-à-dire en 2023. Comment pouvez-vous estimer cela et la possibilité d'ouvrir cet accès en 2023, les discussions sur cet accès en 2023? Et est-il possible que, outre ces 7 conditions, ce qu'on appelle 7 conditions, qu'il y ait de nouvelles conditions qui soient rajoutées? Merci. Puis-je répondre? Oui, vous pouvez. C'est une très longue question. Et je vais vous répondre en ukrainien, si cela est possible. Je pense que la visite à Londres était fructueuse et nous nous sommes rapprochés de cette décision par rapport aux armes de longue portée et par rapport à la formation de nos pilotes. C'est vraiment un chemin qu'on fait pour arriver à l'obtention des avions de combat. Il y a certaines choses et certains accords qui restent confidentiels derrière les coulisses, mais je n'ai pas envie de préparer la Fédération de Russie qui nous menace par son agression et par son envie de revanche. En ce qui concerne Paris et la rencontre avec le président français et le chancelier allemand, nous avons eu, à mon avis, une rencontre très forte, très importante. Pour moi, c'est positif. Et par rapport aux choses concrètes, je n'ai pas envie de dire des choses publiquement, mais nous avons travaillé sur le renforcement de nos capacités pour les offensifs. Nous parlons des chars. Donc j'ai obtenu beaucoup de choses positives. J'ai ressenti beaucoup de choses positives suite à cette rencontre. Concernant les 27 dirigeants, nous devons savoir aussi que et la Grande-Bretagne et la France et les 27 pays, l'Union européenne et les dirigeants et la société européenne méritent des grands remerciements de la part de notre pays. C'est pour cette raison que je suis une des raisons pour lesquelles je suis là. Il faut remercier pour tous ces chiffres qu'on a entendus ici, mais aussi pour tout le soutien de nos réfugiés, pour le soutien de notre économie et un soutien général, du soutien de notre pays, de notre résistance. Et notre résistance, c'est l'armée. Donc c'est ça le résultat. Et les autres rencontres, nous aurons encore beaucoup d'autres rencontres bilatérales. Nous allons continuer à travailler aujourd'hui. Merci.